Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce webinaire. Juste quelques mots d'introduction sur le plan technique pour cette session. Donc, comme vous l'avez vu en vous connectant, la session est filmée pour pouvoir être diffusée ensuite au sein des différentes communautés, que ce soit l'INSA ou The Shift Project. Par ailleurs, détail important pour vous, alors votre caméra est éteinte, vous ne pouvez pas poser de questions à l'oral, mais vous pouvez poser des questions aux intervenants via le petit onglet Q&R. Les questions seront traitées et on vous y répondra en fin de session. Voilà pour les petites informations techniques. Je laisse la parole à Bertrand Raquet, président du groupe INSA et directeur de l'INSA Toulouse pour introduire ce webinaire. Oui, bonjour, merci Céline, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour continuer, relancer, faire un point d'étape aussi sur le projet et puis bien sûr rester au plus près des objectifs que nous nous fixons. Donc, je suis ravi aussi, c'est une occasion de plus de voir des participations, des INSA, des différents campus. Et c'est toujours aussi important et avec plaisir de voir comment nous faisons collectif sur des sujets qui embarquent finalement toutes nos communautés. Donc, ce point d'étape, il est important parce que je pense que vous allez avoir différents témoignages de différents INSA aussi, de différents enseignants-chercheurs et des équipes projets pour faire un point sur le déroulé du projet. Et qui, malgré le contexte Covid, malgré le fait qu'on ait été quand même pas mal perturbé dans nos fonctionnements, eh bien, a continué d'avancer et même de bien avancer. Mais ça, on va pouvoir le voir ensemble. Juste vous dire aussi que c'est important qu'on relance bien évidemment la machine, la dynamique autour de ClimaSup. Déjà parce qu'on a une prégnance aussi des actualités durant l'été, des événements climatiques extrêmes encore qui nous rappellent bien évidemment que nous sommes sur un processus qui malheureusement est enclenché et qui appelle à une prise de conscience sociétale forte et en particulier des communautés scientifiques et vous faites communauté scientifique. Il y a aussi bien sûr le 6e rapport du GIEC qui cette fois-ci est sans appel sur l'impact des activités humaines finalement sur le dérèglement climatique que nous commençons à subir extrêmement clairement. Donc, on n'avait pas du tout besoin de ça pour être absolument convaincu. Mais en tout cas, voilà, c'est un ingrédient supplémentaire et je pense que c'est absolument nécessaire qu'on soit capable aussi de s'en faire les meilleurs relais sur nos campus. Avec The Shift, bien évidemment, nous sommes engagés, le travail fonctionne très bien. Vous le savez aussi très certainement, il y a eu une décision forte qui a été prise de se donner plus de temps. Pourquoi? Parce que nous souhaitons un travail en profondeur et on sait très bien que dès qu'on commence à toucher un petit peu à des éléments de formation, à des éléments de pédagogie, ce n'est pas des choses qu'on change tous les 24 heures et ça demande à être traité avec une forme de rigueur. Et pour ça, il faut le temps d'appropriation, le temps de la réflexion dans les différentes équipes pédagogiques. D'où une contractualisation avec The Shift qui a été décalée dans le temps. Et puis, de la même façon, concomitamment, eh bien, c'est un travail aussi de nouvelle gestion du calendrier. Avec, là, on arrive à une V2 du référentiel qui arrive à maturité maintenant. Ensuite, il va y avoir un travail au niveau des différentes spécialités. Se pose la question de formation des formateurs qui est un élément clé aussi. Tout ça pour commencer à avoir des briques très significatives de transformation de nos formations à partir de la rentrée, on va dire septembre 2022. Voilà. Donc, un calendrier qui a été partiellement relaxé, mais qui reste vraiment ambitieux parce que je sais que notre communauté et nous, globalement, nous souhaitons vraiment traiter les sujets donc, en profondeur et avec une grande sincérité. Au-delà de ça, j'ai aussi un petit peu l'impression que ce sujet des enjeux climat-énergie pénètre l'ensemble du supérieur et je pense qu'il faut vraiment s'en solliciter. Nous avons des établissements du SUP qui sont des écoles aussi avec qui nous travaillons au quotidien. Je peux citer les écoles centrales, je peux citer les écoles de l'Institut Mines Télécom, l'ISAE Super Héros, où vraiment on voit des stratégies d'établissement qui impactent à la fois leur vie de
campus, qui impactent aussi leur formation, et bien, qui a une volonté très forte d'intégrer les enjeux climat-énergie. Peut-être que vous en parlerez au niveau du shift, hein, mais l'expérience forte que vous vivez à la définition d'un référentiel au sein d'une école d'ingénieur, pour une formation d'ingénieur, voilà, j'ai compris qu'il y avait aussi cette volonté de la déployer aussi dans le domaine des écoles de commerce. Et donc, vous avez un nouveau partenariat pour construire autour du ClimaSup Business. Et ça aussi, hein, je pense qu'il faut s'en féliciter. Et je pense que les bonnes pratiques, les objectifs, les intentions, les ambitions doivent se partager, on va dire, et que ce soit complètement transdisciplinaire. Voilà, donc je n'avais pas forcément vocation à dire plus de choses. Je suis impatient d'entendre aussi les expériences aussi qui fleurissent dans les différents INSA. Nous avons des collègues qui sont extrêmement motivés. Maintenant, il faut il faut que ça percole. Il faut embarquer toutes les équipes pédagogiques. Et peut-être finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la mise en place d'un référentiel ambitieux, ça n'est que le tout début de l'histoire. Parce que derrière ça, bien sûr, il y a toute l'ingénierie pédagogique, de façon à pouvoir la décliner sur 5 années de formation et puis trouver encore une fois, hein, comme c'est vraiment l'histoire de l'enseignant, l'enseignant-chercheur, c'est trouver les bons équilibres entre les différentes disciplines, entre les projets interdisciplinaires, tout ça pour façonner un profil aujourd'hui extrêmement recherché, apprécié de l'ingénieur INSA et du docteur INSA. Voilà, j'ai vu que Frédéric, directeur de l'INSA Lyon, Frédéric Fotiadou, nous fait le grand plaisir de nous rejoindre. Frédéric, peut-être as-tu 2 mots à partager avec moi et sinon, en fait, je te laisse volontiers la parole. Oui, merci infiniment de m'accueillir. Je voulais faire une arrivée discrète parce qu'un tout petit peu tardive. Demain, il a fallu que je redémarre ma machine. Mais non, je suis ravi d'être parmi vous. Donc, vraiment rien de plus à ajouter. Comme tu le disais très justement, Bertrand, je crois qu'on a eu on ne peut plus parler de choc aujourd'hui, mais il n'empêche quand même que ce rapport du GIEC vient montrer à quel point tout ce que nous avons entrepris est plus que jamais nécessaire. Et je me réjouis d'entendre surtout, je suis ici à l'écoute pour partager l'ensemble des témoignages de celles et ceux qui travaillent, qui sont sur le terrain et qui avancent à la fois remarquablement et comme tu disais, très profondément, parce que c'est une transformation finalement radicale qui n'a pas forcément dit son nom au départ, dans laquelle nous sommes engagés. Donc, merci beaucoup. Merci Frédéric. On vous laisse reprendre la main. Du coup, je ne sais pas si… Bon, j'ai qu'à prendre la suite après votre introduction. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction à ce webinaire. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est effectivement de faire un point d'étape pour montrer à la fois comment le projet avance au sein du Shift, au sein de l'INSA, et de montrer où on en est et de montrer surtout au niveau des établissements où chacun en est et ce qu'on peut en tirer déjà comme enseignement. Donc moi, je vais présenter un tout petit peu avec une vision un peu plus large le sujet, puisque Clémence Boreux, moi je travaille au Shift depuis 5 ans et je suis référente sur les questions d'enseignement supérieur. Et donc je coordonne ce projet tout en n'étant pas dans la production, mais j'ai aussi une vision un peu périphérique qui est que je participe aussi à différentes initiatives au niveau national pour promouvoir le projet et pour suivre aussi ce qui se fait globalement au niveau international. Donc, je voulais aussi partager ça avec vous pour que vous puissiez apprécier et peut-être évaluer un petit peu la manière dont ce projet, donc le projet auquel vous participez tous, influence en tout cas tout ce qui se passe au niveau national. Donc déjà, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est un petit mot pour rappeler ce que c'est peut-être le Shift Project pour ceux qui ne connaissent pas. Sam, si tu peux mettre la slide qui en parle. Donc, le Shift, on est un think tank qui travaille sur les enjeux énergétiques et climatiques. Et donc, on vise à éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique. Éclairer et influencer, du coup, ça implique de produire des rapports, des études, des expériences, et ensuite porter les conclusions de ces travaux au niveau des décideurs et des acteurs qui sont concernés. Voilà, et donc, ce projet nous intéresse beaucoup parce que, en partant de l'opérationnel et donc de ce que peut faire un établissement, et un groupe d'établissements comme l'INSA, ça permet de montrer à tous les autres établissements et au secteur de l'enseignement supérieur en général qu'il est possible d'avoir une démarche ambitieuse, de susciter l'adhésion aussi de sa communauté d'enseignants, d'enseignants-chercheurs et globalement de tout son établissement, et donc de bouger vite et avec ambition sur des sujets
dont Bertrand Raquet a rappelé qu'ils étaient absolument décisifs et urgents à traiter. Voilà, et donc, slide suivante, s'il te plaît, Sam. Donc, nous, au Shift, on avait déjà travaillé il y a 2 ans, on a publié un rapport qui permettait de montrer les différents acteurs qui entrent en compte dans l'enseignement supérieur et qui met à la fois au cœur l'action des établissements, qui sont ceux qui ont effectivement les manettes pour faire bouger les choses dans leur formation, mais en montrant quand même qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent, notamment en ce qui concerne les incitations, les influences qui s'exercent sur ces établissements. À la fois déjà de réfléchir à qu'est-ce qu'on enseigne et comment on l'enseigne. Donc là, c'est exactement le sujet avec lequel vous êtes aux prises. Et aussi, du coup, de réfléchir au rôle des autres acteurs, des entreprises, au rôle des étudiants aussi, et aussi au rôle de l'État, donc du cadrage institutionnel. Donc c'est quelque chose à quoi je participe beaucoup en ce moment. Donc slide suivante, s'il te plaît, Sam. Donc déjà, pour vous rappeler un peu qu'effectivement, les établissements bougent en suivant l'INSA. Il y a des engagements qui ont été pris, il y a eu des rentrées climat, il y a des chantiers, donc ça fait déjà 1 ou 2 ans que c'est le cas. Le shift, nous, on le voit et je le vois parce qu'on est sollicité de toutes parts par les établissements. Il y a des formations qui sont créées un peu partout et des tas d'établissements qui se posent la question sur comment est-ce qu'ils se positionnent là-dessus. Et donc, ce qui a été évoqué notamment par Bertrand Raquet, c'est qu'on lance là, ce mois-ci, Climat Sub Business, qui vise à répliquer la réflexion que vous menez sur les formations de l'ingénieur dans les formations plutôt business, donc école de commerce et formations assimilées. Voilà, parce qu'en voyant ce qui se passe à l'INSA, ça leur a vraiment donné envie de mener la même réflexion et de se positionner là-dessus. Les universités aussi mènent leurs propres projets avec une méthodologie et des enjeux un peu différents. Mais voilà, nous, au Shift, on s'intéresse beaucoup à des secteurs aussi comme la santé ou la culture, où il y a aussi des gros enjeux de formation et de décarbonation. Et donc, il y a d'autres écoles aussi, sur les écoles d'administration, d'autres types d'écoles comme les IUT, etc., qui vraiment se réfléchissent à ces sujets-là et regardent l'expérience INSA avec beaucoup d'admiration, en tout cas d'envie de suivre la démarche. Donc, c'est quelque chose de vraiment important qui se passe. Et donc, au niveau du shift et des shifters, donc les shifters, c'est les bénévoles du shift, la communauté qui nous accompagne, on fait pas mal de choses. Donc, grâce à ce que vous faites notamment, on fait du lobbying. C'est-à-dire qu'on porte donc vos enseignements et les enseignements de votre expérience auprès d'autres acteurs qui peuvent les répliquer ou qui peuvent en tirer profit. Et donc, on accompagne, on valorise les établissements aussi qui cherchent à mettre en œuvre ces éléments-là, et donc notamment le groupe INSA. Et par ailleurs, donc, grâce à l'aide des shifters notamment, on est en train d'élaborer une plateforme pédagogique collaborative dont vous avez peut-être entendu parler, enseignerleclimat.org, qui vise à permettre aux enseignants qui veulent s'impliquer sur ces sujets-là de partager des ressources et leur expérience. Et on est aussi en train de monter une coopérative d'enseignants vacataires qui pourrait du coup permettre aussi d'accélérer un peu le mouvement pour les établissements qui mettent un peu de temps aussi à transformer leur formation, ce qui est normal. Donc de suppléer parfois aux enseignants et puis former aussi les enseignants. Voilà, donc ça, c'est aussi des projets en cours qui visent à accompagner le travail que vous faites et que font les établissements en général. Et finalement, ce qui bouge au niveau de l'État, c'est aussi quelque chose d'important, c'est la création d'un groupe de travail par Frédérique Vidal en 2020, qu'elle a confié à Jean Jouzel pour généraliser l'enseignement des enjeux écologiques dans le supérieur, donc avec des membres qui essayent de représenter en tout cas l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la fois du côté des étudiants, des établissements, des enseignants aussi, même si c'est plus compliqué. Et donc, on travaille globalement à essayer de réfléchir à la fois à quels éléments de fond on peut donner pour alimenter le sujet et puis qu'est-ce qu'on peut actionner comme levier pour faire évoluer le sujet. Donc, c'est un groupe de travail qui s'est fixé très clairement comme objectif qu'il faut former 100% des étudiants à comprendre et agir face aux enjeux écologiques. Donc, c'est un objectif qui est très ambitieux, qui est exactement celui que nous, on visait au Shift, qui correspond exactement à celui de l'INSA. Ce n'est pas par hasard. Et qui réfléchit donc à comment, qu'est-ce qu'on enseigne sur le fond. Et là, typiquement, le travail que vous menez sur le référentiel et que Damien et Sam vous présenteront, ça alimente aussi la réflexion et aide à avancer. Voilà, donc globalement, ça montre que l'État réfléchit aussi à ces sujets et que prochainement, il y aura une demande de l'État et des actions qui seront demandées par l'État qui vont être formulées
Et le travail que vous faites à l'INSA donc, sera en avance de phase. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi juste de rappeler et d'essayer de mettre en évidence qu'il se passe plein de choses à côté de ce que vous faites, mais qui vont dans le même sens et auxquelles vous contribuez très largement. Voilà, donc moi c'était ma petite intro au niveau macro, et puis maintenant je passe la parole à Damien et Sam et Claude pour la suite. Et on se revoit pour les questions. Alors, est-ce que vous m'entendez bien entre le partage et tout ça? Ouais. Ok, super. Moi, je vais vous présenter rapidement d'abord l'état des lieux qu'on a pu enfin finaliser avec du coup la contribution des 12 établissements qui ont fourni leurs données pour qu'on puisse voilà, faire une analyse quantitative et qualitative de ce qui se faisait déjà. Les résultats détaillés, donc là je vais vous présenter vraiment des grands résultats, mais les résultats détaillés ont déjà été envoyés aux équipes pédagogiques des écoles dans un document Word qui présente tout ça de manière assez détaillée, et puis dans un Excel qui permet de visualiser pour chacune des écoles, donc par filière, par type de cours, par volume, ce qui se fait déjà dans son école. Donc ici, quelques grands résultats. D'abord sur le premier cycle. Donc aucun cours n'est dédié aux enjeux dans le premier cycle ingénieur, qui, on le sait, ce premier cycle il est dédié depuis longtemps aux sciences mathématiques et physique, chimie notamment. Et puis, donc toujours dans ce premier cycle, il y a au moins la moitié des établissements qui ne proposent aucun cours ou sont abordés régulièrement ou ponctuellement, donc étaient les deux autres catégories de cours, les enjeux. Ensuite, pour ce qui est des troisième et quatrième années de formation, on a recensé une moyenne de 0,5 cours dédiés sur les 3 et 4e années, donc avec toute la limite qu'a cette moyenne sur 12 établissements et sur des données aussi grandes. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à aller voir le détail et l'analyse détaillée. Et sur ces 3e et 4e années, quasiment la moitié des établissements ne proposent pas de cours qui sont abordés régulièrement ou ponctuellement. La 5e année, elle est un peu particulière. C'est là où les écoles font le plus de choses, notamment au semestre 9. Mais dans ce semestre, il y a également quelque chose d'assez intéressant, c'est que les cours sont souvent accaparés par certaines filières, par quelques filières, donc les cours qui traitent des enjeux. Voilà, autant de choses à prendre en compte pour la suite. Donc dans le document, vous pourrez voir des Excel comme celui-ci. Là, c'est un exemple de graphique qui vous permet d'avoir une vision d'ensemble. Donc notamment ici, c'est les moyennes et les médianes des volumes horaires qui sont réguliers, et puis qui sont réguliers et obligatoires, parce qu'il y a aussi une distinction à faire entre les cours qui sont obligatoires ou non. Donc là, vous voyez bien que le semestre 9 constitue une particularité. Et puis aussi une analyse par domaine de formation. Alors là, c'est les grands domaines du groupe INSA. Dans l'Excel, vous l'avez par filière pour chacune des écoles. Mais ici, ça permet de voir quels sont les domaines qui prennent déjà en considération ces questions, quels sont ceux qui le font moins, et quels domaines peuvent s'inspirer de quel autre et s'entraider pour une interdisciplinarité, comme ça a été évoqué. Alors, pardon, c'était cette slide. J'ai deux écrans, c'est un peu compliqué. Alors, voilà. Alors, pour ce qui est des conclusions générales, donc le temps consacré aux enjeux est insuffisant, non structuré et manque souvent de cohérence sur les 5 années, sur l'ensemble de la formation. Il se trouve que donc les étudiants ont du mal à acquérir des bases aux enjeux notamment durant le premier cycle, on l'a évoqué. Et puis, a fortiori, il est fort probable que les élèves ingénieurs ne sont pas capables, ou du coup ne seront pas capables si rien n'évolue dans la direction souhaitable, disons, d'exercer leur métier pour faire face à l'Anthropocène et aux limites planétaires évoquées précédemment, notamment avec le dernier rapport du GIEC. Donc cependant, là, il faut quand même préciser qu'il y a de nombreuses initiatives qui sont en cours. On va le voir juste après, ça va être présenté, quels sont les changements qui sont en train d'être opérés, notamment avec les nombreux enseignants et enseignantes chercheuses ou chercheurs qui ont l'envie et les compétences pour intégrer les enjeux dès maintenant. Donc ici, un rapide point sur l'avancement du projet. Déjà du côté du Shift, qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière présentation? Alors depuis le rapport intermédiaire, il se trouve qu'on a continué l'accompagnement, disons, personnalisé de la plupart des établissements. Donc aide sur la structuration de la démarche, partage des bonnes pratiques, retour d'expérience, discussion autour du référentiel, le lien avec l'approche par compétences que mènent la plupart des établissements, et puis le travail qu'on mène ici tous ensemble. On a finalisé l'état des lieux, dont on vient de discuter. Et puis le référentiel de compétences et de connaissances communes, qui était dans une première version
jusque-là, a été rendu dans une seconde version, hein, une V2, qui vous sera présentée dans quelques instants par Damien, qui a été, donc, cette version-là a été également discutée avec des entreprises, des écoles, des experts, etc. On a continué également les auditions d'experts qui sont toutes disponibles sur la chaîne YouTube du Shift et qu'on vous invite à aller revisionner si vous en avez l'envie. Notamment du coup, sur les sujets liés au pétrole, à la décarbonation d'un outil industriel avec Saint-Gobain par exemple, et puis sur les enjeux de l'enseignement et du numérique. Il y a eu également un point assez important, la création d'un groupe de travail mathématique qui réunit des enseignants de mathématiques dans le supérieur, dans l'enseignement supérieur, dont le but est d'identifier donc les changements possibles et souhaitables dans les cours de maths, qui sont un pilier culturel et scientifique des formations de l'ingénieur. Et donc qu'il est important aussi d'intégrer et puis de prouver notamment que c'est largement possible et souhaitable et même pertinent en fait d'intégrer certains de ces enjeux à ces cours-là. Donc voilà, c'est tout le travail qui est en train d'être mené. Il y aura un retour d'expérience un peu plus tard. Et puis enfin, 2 derniers points. Le Shift a fait une proposition de formation pour les enseignants-chercheurs que Claude va vous présenter un peu plus tard. Et puis nous sommes en train de travailler avec Damien sur l'ingénierie souhaitable, disons une ingénierie compatible avec donc une ingénierie dans le sens les grandes lignes ou concrètement ce que peut être l'ingénierie dans un contexte anthropocène et de limites planétaires, et qu'on sera en mesure de vous présenter d'ici quelques semaines, on l'espère. Et puis enfin, côté des établissements, pour terminer ce point d'avancement, donc la plupart des établissements ont notablement avancé sur tous ces sujets. On crée une dynamique depuis plusieurs mois. Il y a eu notamment, là, on a 4 points essentiels: constitution, renforcement d'équipes projets, de groupes de travail en lien avec les différents départements. On a une multiplication des rencontres avec le Shift et les enseignants pour débattre du référentiel, des méthodologies à adopter. Donc il y a eu tout un travail autour de ce référentiel, de la première version, qui a été confrontée avec les enseignants-chercheurs, avec des élèves, à l'évolution possible des formations, etc. Il y a eu des efforts faits sur l'intégration des étudiants aux démarches, même si c'est encore quelque chose qui est compliqué même d'un point de vue organisationnel, hein. Et puis, surtout, un travail important a été réalisé pour mettre en place des initiatives dès septembre 2021, donc dès cette rentrée. Certains sont en plein dans l'organisation, notamment pour ce qui est des rentrées climat, des fresques du climat pour enseignants et étudiants, avec des journées banalisées, voire même des modules de cours dédiés aux enjeux et qui sont dès à présent intégrés. On peut citer aussi des exemples intéressants d'intégration au projet et au rapport de stage des enjeux socio-écologiques. Donc, il faut quand même dire que quelques établissements se sont très peu mobilisés, là où d'autres, et quand je dis d'autres, c'est 3-4 établissements, ont vraiment beaucoup avancé sur ces questions. Alors notamment, là c'est les 2 points que vous avez en fin de slide, en déclinant concrètement le projet dans une lettre de cadrage, en précisant les objectifs, les moyens, le planning, les indicateurs qui vont permettre de suivre la démarche et le projet, en mettant en place une gouvernance qui a été soutenue de manière très forte par des directions, alors par les directions générales, direction des formations, et puis par les ingénieurs pédagogiques pour transcrire ça, pour aider à transcrire ça dans les cours. Et puis une grande mise à disposition des moyens, donc des décharges d'enseignement, des journées dédiées, et puis surtout des recrutements de personnes chargées de ces missions. Alors voilà pour l'état des lieux et puis pour le point d'avancement, et je vais laisser Damien vous présenter un peu plus en détail le référentiel et entrer encore plus dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Sam. Donc, Damien Michaud, voilà, je pilote le projet Climat Supinsa du côté du Shift Project. Voilà, si tu peux passer la slide d'après. Merci beaucoup. Donc, je vais faire une rapide présentation de la démarche autour du référentiel. Où est-ce qu'on en est? Je ne vais pas trop détailler non plus, vu qu'on est quand même très nombreux à intervenir. On voudrait laisser de la place aux témoignages et aux questions-réponses surtout. Donc, juste pour rappel, il y a 1 an, on a commencé le projet, quasiment jour pour jour. Au bout de quelques semaines, on a sorti une petite version un peu brouillon, V0, d'un référentiel qu'on a partagé plutôt avec les référents et puis avec des parties prenantes externes. Et suite à tous les débats qu'on a pu avoir, on a sorti une première V1 déjà bien plus sérieuse et structurée. Et voilà, donc depuis ce mois de février, on vient de sortir cette V2 qu'on vous a envoyée pendant l'été, que vous pouvez consulter. Et elle est issue toujours des mêmes démarches d'amélioration sur
différents sujets, des sujets qui n'étaient pas très bien complétés, des sujets qu'on a un petit peu oubliés, une structuration un peu plus claire, un travail sur la sémantique, enfin, beaucoup de choses. Ce qu'on a fait principalement, c'est structurer et compléter la partie compétences et compléter très largement la partie connaissances. Et voilà, des notions ont été également précisées. Bon, la structure générale, elle a quand même peu évolué. Notez quand même qu'on a rajouté une petite partie spécifique qui s'appelle Introduction à l'Anthropocène, qui nous paraissait indispensable pour être sûr qu'on donne une bonne vision d'ensemble des enjeux, une vision un petit peu holistique et aussi interdisciplinaire des enjeux avant d'aller dans la déclinaison par matière, même si on sait qu'il faut avoir une vision systémique, on va dire. Ça nous paraissait assez important. Donc, sur un tout petit peu plus sur le détail, donc voilà la partie qui s'apparente plutôt à des connaissances, donc les enjeux, les 3 types d'enjeux plus l'introduction à l'Anthropocène. On a gardé cette même structure dans chacune des catégories, c'est-à-dire contextualisation, mécanisme, relations et interactions, risques et limites, et enfin, quelles sont les perspectives. Mais voilà, on a vraiment pas mal complété, on a respecté cette structuration pour tous les domaines, ce qu'on n'avait pas fait initialement. Par exemple, le système industriel, le système juridique et normatif respecte également ça, les objectifs sociétaux, etc. Voilà, le seul qui est resté vide pour l'instant, c'est celui du système de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'évidemment, un petit groupe de personnes motivées à l'INSA, dans une ou plusieurs INSA, serait largement plus pertinent que nous pour faire une proposition. On a déjà commencé à en parler avec Claude et avec Toulouse. Donc, voir s'il y a quelques enseignants motivés pour contribuer à un petit groupe de travail pour essayer de réfléchir à cette place de l'ESR dans les formations de l'ingénieur, n'hésitez pas à vous rapprocher de Claude. Donc, par exemple, quelle est la place qu'on veut donner à la recherche dans les enseignements pour une formation initiale? Comment on se met dans une posture d'analyse de ses propres formations, ce genre de choses. Voilà. Et pour la partie qui s'apparente plus aux compétences, je ne vais pas reparler des compétences 1 et 2 qui sont la systémique et l'approche historique et prospective, qui ont été également amendées. Mais sur la partie 3 et 4, on a essayé de reclarifier la frontière et d'être vraiment plus exhaustif et plus complet. Donc, la compétence 3, elle a vraiment trait aux techniques et aux sciences de l'ingénieur pour répondre aux enjeux socio-écologiques. Donc, évidemment, il faut maîtriser les outils tels que la CV ou le bilan carbone, mais comprendre aussi ce que c'est réellement qu'une démarche low-tech, ou alors comment est-ce qu'on doit utiliser le biomimétisme à bon escient, quelles évolutions on doit opérer dans le management également. Voilà, ça c'était pour la partie 3. Et la partie 4, elle adresse plus spécifiquement la question éthique, la question de la responsabilité au niveau à la fois individuel, mais aussi et surtout collectif, seul ou dans une organisation du coup. Et elle insiste aussi sur d'autres dimensions absentes précédemment qui sont importantes. Hein. C'est le rôle de l'art et de la culture, ainsi que celle des émotions et du corps. Donc voilà, ça fait un petit trailer. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, rapprochez-vous de vos référents et on en parlera ensemble. De toute façon, ce référentiel, on va pouvoir en débattre lors de notre prochaine réunion, celle qu'on a régulièrement à peu près tous les mois. Enfin, dernier point concernant l'évolution des compétences, des connaissances, mais aussi la partie spécialité, vraiment ingénierie pure. On s'est dit on ne peut pas se contenter de travailler uniquement sur les compétences et sur les connaissances de l'ingénieur. Évidemment, il faut travailler sur la spécialité, mais avant, il faut aussi quand même penser à l'ingénierie dans l'Anthropocène. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie dans l'Anthropocène? Donc, évidemment, on pense qu'il n'y a pas de réponse unique et déjà formulée. Donc, nous, on essaie de poser certaines questions clés. On analyse aussi les différentes propositions qui sont existantes aujourd'hui, notamment les low-tech, mais pas que. Et voilà, je vous ai mis un petit panel de grandes questions qu'on pourrait se poser dans ce contexte-là. Évidemment, quelles sont des techniques qu'on peut appeler responsables? Qu'est-ce que ça veut dire responsable? Et dans ce contexte-là, est-ce que les low-tech ont une place à prendre et si oui, laquelle? Comment est-ce qu'on peut utiliser la notion de résilience à bon escient? On a aussi la question de ce qu'on pourrait appeler les ruines de l'Anthropocène. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire d'une usine électrique au charbon, par exemple, pour la reconvertir rapidement? Voilà, autre point, pour rebondir sur le GIEC, comment est-ce qu'on fait pour respecter les accords de Paris? Essayer de définir une ingénierie qui respecte les accords de Paris. Alors, ça pourrait changer avec le prochain rapport du GIEC, du groupe 3, mais bon, globalement, l'état d'esprit, on le connaît, on sait quelles sont les grandes lignes. Et une autre question qu'on a pu mettre, qui n'est pas forcément la dernière, hein, mais quelle est la relation qu'on veut entre la technosphère et le vivant? Et là, on peut le voir sous vraiment de multiples angles. Je vous laisse
à vos réflexions par rapport à ça et on pourra en reparler bien évidemment. Et je voulais aborder les prochaines étapes en un slide rapide pour laisser un petit peu de temps à Claude et au témoignage. Donc, comme Bertrand l'a rappelé, il y a une prolongation du partenariat entre le groupe INSA et The Ship Project qui a été promulgué en début d'été. Donc, on continue l'accompagnement à effectif réduit, mais plus longtemps. Et voilà, comme Bertrand l'a dit, c'est vraiment important que tout le monde puisse prendre le temps pour élaborer les compétences de tronc commun, pour travailler sur la spécialité, évidemment, derrière, laisser du temps pour la partie ingénierie pédagogique. Dans les prochaines étapes, donc, il s'agit évidemment de pouvoir débattre et s'emparer du référentiel V2, le faire évoluer et voir comment on le décline dans chacun des établissements. Ensuite, pour la partie spécialité, on voudrait faire un cas pilote avec le numérique. Donc, avec Claude, on voudrait organiser un atelier le 28 octobre. Et avant d'élaborer des référentiels par spécialité, on pense que voilà, un atelier pilote, ce serait vraiment bien pour pouvoir tracer les contours d'une ingénierie qui répond à ces enjeux-là, mais sur un objet concret. Donc là, le numérique, en l'occurrence, qui paraît très adapté de par nombreux critères. Ensuite, évidemment, il faut construire la proposition du projet pédagogique sur les 5 années de la formation. La partie formation et enseignement et accompagnement des enseignants, là, je laisserai Claude préciser comment est-ce qu'on veut procéder. À propos du rapport final, alors, nous avons décidé de produire 2 documents. Donc, premièrement, on aura un rapport exhaustif et détaillé du projet, de ses méthodes et des résultats. Et en parallèle, on voudrait faire un document didactique, pratique. Donc, ce serait une sorte de guide qui concentrerait l'essentiel des éléments qu'on aurait appris pendant le projet à destination de toute école. Mais évidemment, de tout enseignant, tout étudiant, toute personne qui veut vraiment essayer de faire évoluer ça, un condensat. Donc, l'idée, ce serait premièrement de comprendre rapidement quels sont les enjeux de l'Anthropocène et ceux de l'ingénierie qui y sont liés dans ce contexte-là. Parler du référentiel de compétences et de connaissances, bien évidemment, et de l'ingénierie, mais également parler des éléments de méthodologie qui sont connus, qui ont été testés, avec voilà, toute l'hétérogénéité des écoles du groupe INSA qui permet de donner un panel d'expériences assez diverses. Et donc, on voudrait illustrer ça par les cas INSA. Et ce qu'on voudrait faire également, c'est de construire ce guide avec vous. Donc, on vous enverra une première version de brouillon qui ne sera pas la plus jolie, on va dire, au niveau de la mise en forme, mais l'essentiel, ce sera vraiment de regarder le contenu. Et on voudrait avoir vos retours, on serait vraiment très intéressés. Et enfin, ces 2 rapports, donc le rapport classique, entre guillemets, et le guide pratique, seront présentés lors d'une conférence avec Jean-Marc Jancovici le 10 mars. Donc, vous pouvez déjà noter cette date dans vos agendas. Évidemment, en parallèle, on continue toutes nos activités. Donc, la plupart des établissements qui mettent en place des nouveautés cette année vont continuer, j'imagine. Nous, on continue l'accompagnement et les échanges. On organise aussi d'autres auditions, notamment sur la démarche bilan carbone, pour essayer d'aller un petit peu plus loin que les connaissances grand public, même beaucoup plus loin. Et c'est aussi partager les bonnes pratiques. Donc, on va commencer par certainement l'INSA Toulouse, qui va nous partager un petit peu leurs travaux, et ainsi qu'une autre école qui n'est pas du groupe INSA, c'est l'ISAE Supaéro, qui peut aussi donner son ressenti sur la manière de procéder pour embarquer un petit peu tout le monde, à la fois les enseignants, les étudiants, etc. Et enfin, un point important, ce serait de pouvoir entériner un référentiel de compétences et de connaissances qui soit commun au groupe. Et là, je vais passer la parole à Claude. Merci beaucoup. Si tu peux passer le slide suivant, Sam, s'il te plaît. Donc, peut-être vous rappeler le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'effectivement, on arrive à définir un référentiel commun pour l'ensemble des 12 écoles, des 13 écoles du groupe INSA qui participent au projet pour définir quelles sont les compétences qu'un ingénieur INSA doit avoir dans le domaine climat énergie, quelle que soit l'école spécialité. Donc, cette version V2 du référentiel, alors pour répondre à une question du chat qui n'est pas encore publique, mais que Damien a envoyé à vos référents climat sup dans les écoles. Donc rapprochez-vous d'eux si vous voulez avoir la version V2. Cette version V2, elle va encore un peu évoluer, mais elle est quand même assez proche d'une version définitive, je pense. Et donc, c'est cette version-là qu'il conviendrait de faire valider par nos différents conseils dans les prochaines semaines et mois. Si on pouvait, à Toussaint ou à Noël, avant Noël, que toutes les écoles aient validé ce référentiel, ça serait top. Vous rappelez que ce référentiel, il est commun au groupe INSA, mais ensuite la déclinaison
dans chacune des écoles, elles restent libres, il n'y a aucune contrainte. Ces compétences, elles peuvent être déclinées sur les 5 ans de la formation. Ce n'est pas parce qu'elles sont communes qu'elles sont forcément dans les STPI, FIMI, STH en fonction du nom des écoles. Elles peuvent très bien être aussi dans les spécialités. Elles peuvent être réparties différemment en méca, en bio ou en génie civil. Donc là, c'est franchement laisser la liberté des établissements en fonction de vos contraintes, en fonction de vos cultures. Donc, il n'y a pas de directive en termes de nombre de CTS, il n'y a pas de directive en termes de volume horaire, il n'y a pas de directive sur la répartition par année. La seule contrainte, en ce guillemets, c'est que à la fin des 5 ans, un ingénieur INSA, quelle que soit l'école, quelle que soit sa spécialité, il est acquis ses compétences-là. Donc, ça laisse un peu de marge de manœuvre dans les écoles. C'est pour ça aussi qu'il est important que nos équipes pédagogiques s'impliquent dans le projet pour que chacun s'approprie le projet et puisse le décliner dans son école en fonction de son cadre. Alors, on a eu quelques remontées de terrain où des gens étaient un peu inquiets sur un référentiel trop normatif. Voilà, on voulait vraiment vous rassurer. Le référentiel est commun, mais ensuite la déclinaison, elle est vraiment laissée libre à chaque établissement. Ce qui serait bien, bon, on va en discuter avec les référents, il y avait des dires forts dans les prochaines semaines, c'est qu'effectivement, on arrive à voter des feuilles de route dans chaque établissement. Alors, Lyon l'a déjà fait depuis un petit moment, il faudrait que les autres puissent le faire pour qu'on arrive à cadrer un peu tout ça. Et ces compétences de tronc commun pour chacun des étudiants INSA, elles seront complétées ensuite par des compétences pour chacune des spécialités. Damien l'a évoqué, on démarrera fin octobre avec le numérique. Et si tout va bien, on essaiera de faire un ou 2 ateliers par spécialité pour avoir une trame. Et ensuite, on laissera les autres qualités travailler dans leur coin. L'idée, ça va être de réunir l'ensemble des directeurs de département avec quelques enseignants concernés par le département autour du numérique, autour du génie civil, autour de la bio, etc. pour avoir ces référentiels de spécialité. Peut-être si tu peux passer sur la partie formation, je pense. Maintenant, ça. Donc, un enjeu majeur pour que ça réussisse, c'est d'arriver à former et accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques. Donc, ça, c'est vraiment une remontée qu'on a eue dans toutes les écoles, dans tous les INSA. Alors, il y a eu toutes les conférences qui ont été mises en place par le Shift depuis septembre dernier, qui ont permis de nous donner un certain nombre d'informations et de bases sur les enjeux de climat-énergie, mais évidemment, ça ne suffit pas pour ensuite transférer ça en termes d'enseignement. Donc, il faudra clairement former les enseignants et former les équipes pédagogiques pour aller plus loin et pour être capable effectivement d'enseigner ces notions-là, que l'on parle d'anthropocène, que l'on parle de low-tech, que l'on parle d'éco-conception, etc., etc. Donc, comme l'a dit Damien, on a essayé entre le Shift, les remontées que l'on a des référents et OpenINSA, de créer une liste de formations qui nous paraissent utiles par rapport aux besoins des enseignants. L'idée, c'est de faire des formations de demi-journée, une journée maximum, puisqu'on sait bien que les enseignants, on a tous plein de choses à faire et que si on fait des formations d'une semaine, personne ne viendra. Donc, c'est d'avoir des choses très courtes, mais très centrées sur des compétences et des contenus opérationnels. Si possible, faites souvent par des enseignants chez nous qui ont déjà mis en place ces enseignements, de manière à ce que vraiment on soit dans l'opérationnalité. Donc, on a fait un sondage rapide auprès des référents avant les vacances, mais on va essayer de le retravailler là maintenant un peu plus largement pour être sûr des choses. Donc, ce qui revient, les 4 formations qui reviennent vraiment très, très, très majoritairement, et donc on va mettre en place avec OpenINSA très rapidement avant tout ça, c'est une formation autour de l'anthropocène, c'est une formation autour de l'ingénierie responsable, c'est une formation autour de l'éthique, et c'est une formation autour de tout ce qui est enjeu autour de l'énergie. Donc, ces 4 formations-là, on va les travailler rapidement avec le Shift et OpenINSA pour vous proposer des choses d'ici Toussaint. Noël si on est à la bourre, mais ça serait bien que ce soit d'ici Toussaint. Et pour les autres, on va affiner le sondage pour voir les besoins et pour essayer de les déployer d'ici Noël, mars-avril. L'idée, ce serait vraiment qu'on puisse les mettre en place pendant que vous aurez besoin de ces compétences-là pour mettre en place vos UE. Donc ça, c'est la partie formation, je dirais. Et ensuite, il y a un autre enjeu important, c'est l'accompagnement des enseignants et des équipes pédagogiques. Donc là, il va falloir mettre en place des formations dans les différents INSA. Alors, l'idée, c'est bien entendu que chaque INSA, dans son cours actuel, intègre ces enjeux-là. Mais on voit bien qu'il y aura quelques
à créer sûrement quelques enseignements ou quelques projets à créer autour de notions de type anthropocène, etc. Donc là aussi, il y a un enjeu fort pour nous d'accompagner les équipes pédagogiques. À quel niveau? D'une part, c'est peut-être pas la peine qu'on fasse 14 fois le même cours dans 14 écoles. Peut-être qu'il y a à travailler en commun et à essayer de voir si on ne peut pas mutualiser un certain nombre de formations qui seraient mises en place, ou du moins à travailler ensemble sur les contenus. Après, chacun les déclinerait chez lui, mais au moins que les contenus soient en place. Tout à l'heure, Charles Dossal va vous parler du groupe thématique qui s'est mis en place en maths. L'idée, c'est peut-être aussi de se dire, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de créer des groupes thématiques dans les différentes matières, en chimie, en méca, en physique, et que les enseignants de nos écoles partagent un peu leur réflexion, leur expérience pédagogique autour de ces enjeux-là. Encore une fois, ce n'est pas la peine de réinventer la roue. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce qui tourne, sur les réflexions actuelles. Certaines écoles sont plus en avance que d'autres, et donc essayons de mutualiser pour essayer de gagner du temps. Ensuite, c'est aussi travailler sur les plateformes de ressources existantes. Donc, il y a l'université numérique de durable. Le Shift a mis en place un site où les enseignants déposent des contenus pédagogiques. OpenINSA a aussi fait une recherche un peu de choses existantes et Catherine Fayol a trouvé par exemple un MOOC, etc. Donc, on va essayer aussi de vous mettre à disposition un certain nombre de ressources qui existent déjà. Là encore, ce n'est pas le temps de réinventer la roue. Mais par contre, sur l'aspect mise en place pédagogique, notamment en termes de contenu pédagogique et de méthode pédagogique, OpenINSA accompagnera les équipes pédagogiques qui le souhaitent sur la mise en œuvre de ces cours durant toute l'année 2021-2022. L'objectif étant qu'on soit prêt à la rentrée 2022, comme l'a précisé Bertrand. Voilà, dans les grandes lignes, je pense que je vais me taire et laisser la place aux retours d'expérience. Je pense que c'est ça l'important de la journée d'aujourd'hui. Donc, après, on y reviendra à la limite à la fin, c'est des questions. Nicolas. Merci beaucoup, Claude. Effectivement, du coup, je vais juste distribuer la parole comme il se doit. Nicolas, est-ce que tu veux commencer le témoignage de l'INSA Lyon? Oui, merci, avec plaisir. Donc, Nicolas Freud, je suis chargé de mission évolution de la formation à l'INSA Lyon et référent ClénaSup, l'INSA Lyon. Peut-être pour revenir sur des choses qui ont été dites, mais en les précisant en termes de retour d'expérience à Lyon, je peux effectivement témoigner du fait que la structuration au niveau de l'établissement, le fait d'avoir une feuille de route qui a été actée par les instances et qui soit portée par la direction de l'établissement, c'est quelque chose de vraiment important. Donc pour nous, c'est une étape qui a été faite fin 2019 et au printemps 2020. Et dans cette feuille de route, on a des grands objectifs de formation et on a également, en termes de thématiques, en termes de compétences, et on a également un calendrier et une quantification en termes de volume qu'on veut consacrer à ces enseignements des DRS sur les 5 années. Donc, pour donner un ordre de grandeur, nous, on parle ici d'une douzaine de crédits dédiés à des enseignements nouveaux qu'on appelle précisément dédiés des DRS, donc des enseignements à créer. Et puis, on parle d'une douzaine de crédits concernant des enseignements des DRS dans les disciplines existantes. C'est pour donner un ordre de grandeur. Donc, cette feuille de route, elle nous est extrêmement utile puisqu'on peut s'appuyer dessus en termes de contenu, en termes de cadrage des maquettes et en termes de calendrier. On s'est donné également quelques moyens en termes de temps d'enseignants-chercheurs. On a un comité de pilotage qui se réunit très régulièrement. On a des groupes de travail dans les différents départements et centres. On a également, on commence à mettre en place des groupes de travail interdépartements pour travailler sur des éléments de socle commun. Et là, je voudrais peut-être dire quelques mots sur cette étape-là. L'année dernière, on a voulu élaborer une progression de nos enseignements sur les 5 années du cursus. On n'a pas vraiment réussi de cette manière-là, mais ce qu'on a réussi à produire, c'est un document de socle commun de connaissances à aborder avec nos étudiants. Alors, pour vous en donner une idée, je peux citer les grandes lignes. On a découpé notre socle en blocs. Le premier bloc, c'est l'introduction aux limites du système Terre et à l'Anthropocène. L'Anthropocène est une thématique englobante qui est très importante. Ensuite, on a un bloc qui concerne les enjeux climat-énergie, un bloc sur les enjeux du vivant,
un bloc sur les enjeux des ressources, un autre sur les leviers d'action et enfin un dernier sur les futurs possibles et les futurs souhaitables. Donc le fait de disposer maintenant de cette trame de socle commun nous permet aussi de nous organiser en termes de groupes de travail, alors cette fois interdépartements, pour mutualiser les efforts et pour éviter que chaque département reproduise les mêmes réflexions, les mêmes propositions sur l'énergie, le climat, les ressources. Ce n'est pas forcément très différent d'un département à l'autre, même si après, chaque département mettra plus ou moins l'accent sur chacune de ces thématiques. Donc là, l'objectif qu'on s'est donné pour ce semestre, c'est précisément de travailler dans ces groupes de travail pour produire en quelque sorte nos propres manuels, pour produire un peu plus en détail nos propres programmes et donc mettre ces manuels à disposition des enseignants pour ensuite créer les enseignements contextualisés dans chacune des années. Donc là, l'idée, c'est de donner une vision sur les 5 années avec un peu voilà, ce qu'on souhaiterait qu'un étudiant ait acquis sur chacun de ces thèmes à l'issue de son cursus de 5 ans. Voilà ce que je voulais surtout dire. Et puis peut-être un dernier mot sur le fait que certes, nos enseignements, nos maquettes renouvelées vont commencer à la rentrée 2022, mais dès cette année, on commence à préparer des enseignements qualifiés de transitoires, un peu à échelle réduite, pour que dès cette année, on passe dans le concret et qu'on réunisse des équipes pédagogiques avec des interventions auprès de nos élèves, en particulier ceux de première et deuxième année. Voilà, un petit témoignage. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, tout le monde n'est pas encore arrivé, donc je ne vais pas passer la parole forcément à tout le monde dans cet ordre-là. Donc, voilà, vous venez d'avoir un témoignage de l'INSA de Lyon par Nicolas Freud. Je vais passer la parole à Emmanuel Albi et Priscille Cadart, s'ils sont là. Oui. Oui, super. Donc, pour parler de l'INSA Strasbourg, voilà. Oui, du coup, donc moi c'est Priscille Cadart, je travaille sur le projet avec Emmanuel Albi qui est référent pour le projet à l'INSA Strasbourg et moi je suis dans le cadre de mon stage de master spécialisé éco-conseiller à l'INSA Strasbourg. Du coup, ici, après avoir réalisé l'état des lieux, on a remarqué que le simple fait d'avoir interviewé en fait près de 70% du personnel enseignant, ça a déjà semé certaines graines et ça a pu motiver des enseignants qui avaient des idées à directement les implémenter et puis aussi ouvrir la curiosité d'autres un peu moins sensibilisés. Par contre, on a quand même eu un certain manque de directives descendantes qui compliquaient la possibilité de mobiliser plus largement et de structurer un peu la démarche. Du coup, on a profité d'avoir une ressource dédiée qui est du coup, moi, dans le cadre de mon stage, pour mener des approches montantes, plusieurs approches montantes en parallèle d'une approche un peu plus descendante. Donc, notamment 2 exemples sur 2 projets, du coup, qui a été directement à l'initiative d'Emmanuel, qui est aussi référent des DRS, pour signer une convention de partenariat avec Emmaüs, qui est du coup une structure de l'économie sociale et solidaire. C'est un projet qui a permis d'embarquer des enseignants déjà sensibilisés, déjà motivés pour travailler sur l'approche low-tech et l'économie circulaire, sur des projets en 3e année en spécialité mécanique et aussi dès la rentrée 2021, mais aussi d'autres projets plutôt en 5e année. Donc ça a eu une certaine visibilité très concrète qui permet aussi d'engager la direction. Il y a eu aussi en parallèle un projet d'organisation de rentrée climat pour les premières années, qui finalement était plutôt un prétexte parce que au-delà de faire vivre l'atelier à des étudiants, à une promo entière, on a pu aussi faire de direction, ce qui a permis au directeur de département de bien s'approprier le pourquoi on voulait travailler sur ce projet au niveau climat sup, et aussi le fait de devoir recruter et former des animateurs en interne, ça a permis d'organiser plusieurs ateliers et de réunir finalement des personnes qui n'avaient pas l'habitude de dialoguer entre le personnel administratif, le personnel enseignant et des étudiants de différentes spécialités. Donc ça a permis une amorce d'acculturation
avec cette idée de collaboration et d'approche pédagogique nouvelle. Et l'idée, c'est d'aller plus loin que juste la rentrée qui a du coup lieu demain. C'est de pouvoir continuer à déployer l'outil au cours de l'année pour différentes spécialités, différents publics. Et pour ce qui est de l'approche un peu plus descendante et d'une structuration plus durable, on a pu organiser plusieurs réunions avec la direction de la formation, la direction de la stratégie, pour travailler sur un document de cadrage du projet en interne. Donc, c'était l'occasion de bien s'approprier le sujet et les différentes productions du Shift, parce que finalement, c'est beaucoup de notions à appréhender, et aussi le diagnostic interne qui a été fait, et de faire des liens avec la stratégie globale de l'établissement, notamment en termes de DDRS plus générale. Et le résultat, c'est qu'on va pouvoir présenter une première proposition au CE cette semaine. Et c'est une proposition qui fait directement référence au référentiel du Shift, et avec aussi des idées de réflexion sur des objectifs en termes de crédit ECTS ou en termes de moyens et de gouvernance pour rendre le projet et les implémentations plus durables. Voilà ce qu'on a à peu près. Enfin, c'est des exemples à l'INSA Strasbourg. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, Emmanuel, est-ce que tu complètes, ou est-ce que du coup, Priscille, c'est toi qui as parlé pour vous deux? Oui, normalement. D'accord. Oui, c'est bon, c'est prévu comme ça. Pardon, quoi? J'ai prévu comme ça, pas de souci. D'accord, ok, merci beaucoup. Très bien. Bah, du coup, je vais passer la parole à Patrick Maurine de l'INSA de Rennes. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je voulais partager un petit document pour vous présenter un petit peu ce qu'il en retourne sur notre établissement. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que c'est OK? Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, parfait. Bon, parfait. oui. Donc, ce qu'on voulait partager un petit peu avec vous, c'était la méthodologie qu'on souhaiterait mettre en place pour appréhender ces enjeux socio-écologiques. Donc, pour ce faire, on a constitué un groupe de travail qui se veut un peu pilote pour cette action. On a une vingtaine de personnes avec des étudiants, des enseignants, enseignants-chercheurs. Bien sûr, notre objectif, c'est d'appréhender les compétences communes, dont on a un petit peu parlé sur le référentiel, mais de travailler en parallèle. On pense qu'il n'y a pas forcément de séquence bien établie entre les deux. Donc, de travailler en parallèle sur les compétences spécialisées dans le département. Donc, c'est pour ça, au travers des réunions précédentes avec le CODEP, on avait commencé à initier la mise en place de référents DD dans les départements, de façon justement à initier ces groupes de travail, des groupes de travail dans les départements. Voilà, sachant qu'on a des départements qui ont déjà commencé à travailler de leur côté. Alors, pour répondre un peu aux requêtes des collègues et plus globalement de la communauté sur la formation, sur ces enjeux, on est en train de mettre en place une approche couplée presque du climat plus atelier d'automne. C'est une initiative de nos collègues du département de l'apprentissage qui ont testé ce couplage et qui amène des choses intéressantes, puisqu'il était apparu que sur l'aspect fresque, ça pouvait être un peu anxiogène sur certains étudiants. Et le fait de coupler à l'atelier d'automne, ça peut amener tout de suite, détendre un peu, je dirais, l'atmosphère et puis apporter des réponses précises sur ces notions de solutions qu'on peut amener. Donc ça, c'est pour ce point. Alors, en termes de format, on s'est vraiment inspiré des avancées prises par les collègues de Lyon. Et là, je fais référence un peu à tout ce que disait Nicolas. Donc, l'idée serait de travailler sur, puisqu'on est en train de mettre l'approche par compétence en œuvre, de travailler sur 10% de la formation, sur ces enjeux. Et comme le disait tout à l'heure Nicolas, de partager, on aurait 12 crédits ECTS sur les compétences communes et 12 crédits sur les spécialisés, sachant que pour spécialiser et communes, on aurait moitié-moitié de dédiés et de non dédiés. Alors, par non dédiés, on commençait à réfléchir à tout ce qui peut être fait par les étudiants en autonomie, en stage, en projet, mais aussi tout ce qui peut se faire dans les associations qui prennent de plus en plus en compte ces aspects-là.
Voilà, donc bien sûr en s'appuyant sur le référentiel commun à tous les INSA. Et puis une idée qu'un collègue avait suggérée, c'est de voir si on ne pourrait pas encapsuler tout ça dans un quitus comme on le fait au même titre pour les mobilités internationales. Tout ça pour bien montrer l'importance des enjeux, de ces enjeux et l'importance que l'on va accorder justement à l'étude et à la maîtrise de ces problématiques et des solutions qui en découlent. Alors, j'avais essayé de résumer, ça c'est ce qu'on avait essayé de travailler en réunion du groupe pilote. Donc voilà, ça résume un peu la démarche, c'est-à-dire que là, on a nos différents départements ici à l'INSA. Hein. Voilà, le tronc commun. Donc l'idée, c'est ça, c'est de valider nos référentiels, nos référents DD dans les départements avec des groupes de travail dans chaque département. Voilà, qui vont s'appuyer sur le référentiel dont on vient de parler, et surtout qui vont s'appuyer sur les collègues des humanités qui ont déjà pas mal avancé depuis de nombreuses années sur ces enjeux-là. Donc, puisque les collègues des humanités interviennent dans tous ces départements, l'idée, c'est quand même de s'appuyer vraiment sur leurs travaux déjà réalisés, leur expertise. Voilà, donc là, on a notre groupe pilote de façon à faire le lien un petit peu avec les travaux qui vont être faits, les allers-retours, de façon à mener conjointement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas avoir forcément de séquence, voilà, mener conjointement le travail sur les compétences communes et sur les compétences spécialisées. Voilà, en gros, les compétences communes ne sont pas, à notre sens, forcément corrélées complètement au tronc commun. Donc en parallèle, je l'ai remis ici, vous avez la fresque plus le climat, l'approche couplée atelier d'automne. Et formation, bien sûr, des collègues et toute la communauté. Et pour ça, on reprend tous les travaux qu'on a réalisés depuis quelques années avec le COPIL DD en collaboration avec. On a un collectif au niveau du campus Rennais, qui est le collectif Rennes Intercampus pour le développement durable, de façon à essayer de mutualiser un petit peu et d'échanger les bonnes pratiques sur ces enjeux socio-écologiques. Voilà, conférence, semaine de développement durable commune à tous les établissements, etc. Ça se met dans le cadre de l'UNI, hein, notre université intégrée de Rennes. Voilà, je terminerai par le planning. Donc, en ce moment, l'idée, c'est quand même de faire, c'est un peu ce que disait Nicolas pour Lyon, essayer de cadrer un peu. Bon, il y a plein d'initiatives de plein de collègues de partout pour mettre ces enjeux dans leurs cours, et ça, c'est vraiment excellent. L'idée serait quand même de, comme le soulignait un petit peu Nicolas Lyon, de valider une méthode, le référentiel et le planning, voilà, par le CODEP. Est-ce qu'il faut aller, comme vous le dites, sur une lettre de cadrage au niveau du CA? Là, on est en plein sur l'approche couplée climat, fresque du climat et d'automne, puisque l'objectif, c'est de faire passer tout le monde. Donc, c'est quand même un sacré challenge. De former nos propres, ici, les gens qui vont animer, nos propres animateurs. L'idée, c'est quand même d'embarquer pas seulement les collègues enseignants, chercheurs, mais un petit peu la communauté dans son ensemble. Et puis, bien entendu, on va continuer sur les compétences communes. Bon, c'est fixé, c'est peut-être ambitieux de sortir un premier jet sur les compétences communes en fin novembre 2021. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si on pourra échanger là-dessus un petit peu plus tard. Merci bien. On t'entend pas, Clémence. Merci. Merci Patrick Maureen pour cette présentation. Malheureusement, notre dernier intervenant, je crois, n'est pas là, sauf erreur de ma part. Donc, c'était Charles Dossal de l'INSA Toulouse et membre du GT mathématiques, du coup. Mais je vais laisser, du coup, je vais donner la parole à Damien qui va vous en dire un mot. Ouais, merci Clémence. Oui, alors moi, je ne vais pas me mettre dans la peau d'un enseignant en mathématiques parce que je n'en ai pas les épaules. Mais comme c'est moi qui ai organisé le groupe, je peux en parler un petit peu quand même. L'idée, c'était de partager avec vous ce qui s'est passé lors de la création d'un groupe de travail avec plusieurs écoles, et pas que des INSA, pour essayer d'intégrer les enjeux socio-écologiques dans les mathématiques post-bac. Et d'où c'est parti, c'est finalement parti de l'histoire de différentes personnes, comme souvent. C'est parti aussi de différents constats. Donc, on avait déjà, nous, dans le projet, on a constaté en discutant avec les différents groupes des écoles que les mathématiques, c'est représenté symboliquement une des plus grandes difficultés
à intégrer ces enjeux-là. On comprend, vu qu'on est sur des matières qui sont dites plutôt relativement théoriques, on va dire. Et d'un autre côté, on avait aussi des gens motivés pour essayer de faire changer les choses et essayer de trouver justement une manière de faire, ce qui n'est pas évident. Et en parallèle, on a aussi des personnes du côté de l'Université Paris-Dauphine PSL qui nous ont contactés. Donc, il y a notamment Ivar Ekland qui fait partie du comité scientifique du Shift, mais qui est aussi l'ancien président de cette université-là. Et également Isabelle Cato, qui est docteur en mathématiques et qui a monté une licence interdisciplinaire autour des enjeux du développement durable à Dauphine. Donc, on s'est dit, on va essayer de faire un groupe de travail qui serait... on a discuté un petit peu du scope, du périmètre après, mais globalement, on se doutait bien qu'on allait se focaliser sur les 3 premières années post-bac, on va dire, où finalement, les enseignements mathématiques sont quand même relativement communs entre les différentes formations. Et donc, on a regroupé, en plus de ces 2 personnes, différents enseignants, donc Charles de l'INSA Toulouse, mais on a aussi François Rousset de l'INSA de Lyon, on a aussi Yvan Gentil de l'Université Lyon 1, et Paul Dartos qui était à l'ISAT Nevers, qui a fait différents établissements. On a d'autres personnes qui sont en train de nous rejoindre aussi, d'autres écoles, mais tout ce que je voulais dire, c'est qu'on ne s'est pas limité aux INSA, on ne s'est pas limité non plus aux écoles d'ingénieurs, puisqu'on s'est dit finalement, au sein d'un petit groupe de personnes motivées, on peut faire changer beaucoup de choses et on a beaucoup de points communs et chacun a y gagné si on se met d'accord sur une méthode. Donc l'idée finalement, c'est surtout de se mettre d'accord sur une méthode. Ça, c'est le premier point. Donc on va essayer de prendre quelques exemples. On voudrait créer une base de données d'exemples qu'on peut utiliser en mathématiques pour illustrer de façon vraiment solide scientifiquement, mais aussi vraiment hyper pertinent pour les questions climat, sociales, etc., dans les mathématiques. Et donc pour ça, on va prendre 2 ou 3 cas qu'on va essayer de documenter de la manière la plus rigoureuse possible et on va se mettre d'accord sur un format. Et une fois qu'on sera bien d'accord sur le format, sur la manière de procéder, on va aller un petit peu plus loin et ce sera un petit peu plus facile d'engranger différentes initiatives qui vont rentrer dans ce format-là. Donc l'idée, ce serait de créer une base de données à partir de 2-3 exemples bien clairs, bien concrets, et que chacun puisse en profiter. Alors, en termes de licence, on s'est dit on peut faire différents niveaux de licence, c'est-à-dire qu'on peut partager beaucoup de choses, vu que en mathématiques, c'est assez facile, puisqu'il n'y a pas vraiment de choses très spécifiques en première année ou en deuxième année. Donc, ça fait sens de partager, et les mathématiciens sont des gens qui partagent beaucoup le savoir. Après, s'il y a des savoirs très spécifiques, quand on passera à la partie un petit peu plus spécialité, à voir au sein de quelle communauté ça se partage. On utilisera peut-être d'ailleurs la plateforme du Shift pour partager ces données-là, mais ce n'est pas encore certain. Mais bon, tout ça pour dire que c'est possible et qu'on peut faire beaucoup de coopération et de collaboration. Voilà, c'était juste pour donner un petit peu d'inspiration ou un exemple d'une méthode de travail où chacun pourrait gagner du temps et gagner aussi en compétences. L'idée, c'est aussi, en partageant ça avec des pairs, de s'assurer un petit peu de la pertinence de ce qu'on fait, peut-être aussi de se sentir un peu plus légitime si on était plusieurs chercheurs à se mettre bien d'accord sur ce qu'on veut dire. Voilà pour ce témoignage indirect. Merci beaucoup, Damien. Donc, on a hâte de voir si d'autres groupes arrivent à se former sur le même modèle pour amorcer des réflexions sectorielles et très, très utiles. On va passer aux questions pour ne pas finir ce webinaire qu'on a voulu court, pour ne pas le finir trop tard. Donc moi, je vais tout de suite vous redonner la parole à tous, ou en tout cas vous solliciter tous, donc toutes les personnes qui ont apporté le témoignage de leur établissement, parce que donc, on a eu une question qui fait remarquer que tous vos témoignages sont très positifs et très enthousiasmants, mais du coup qui s'interrogent sur les obstacles que vous avez pu rencontrer tous, et donc les difficultés éventuellement qu'on peut attendre dans une démarche comme ça, et éventuellement du coup, quelles sont les solutions ou les leviers qu'on peut mettre à vos dispositions. Donc de quoi est-ce que vous pourriez avoir besoin pour éventuellement arriver à contourner quelques obstacles que vous auriez rencontrés. Est-ce que parmi vous, il y aurait des personnes qui auraient envie de témoigner aussi là-dessus, sur les difficultés? Ou alors, aucune difficulté? Moi, je peux parler un peu des difficultés qu'on avait à l'INSA Strasbourg, c'est l'aspect gestion du temps et quand on fait des groupes de travail et des réflexions, c'est très difficile de pouvoir réunir pas mal d'intervenants. Du coup, en contournement, on a ces approches un peu
plus concrète et plus ciblée sur un enseignant qui a une idée et plutôt de soutenir ce genre d'initiative plutôt que d'essayer toujours de rassembler un maximum. C'était un des exemples, c'est l'idée d'avoir en parallèle une approche montante et une approche descendante. Alors, moi, je vois trois difficultés. Peut-être la première, c'est sur les évolutions de maquettes. Ça, c'est vraiment un point dur. Sans lettre de cadrage, ça me semble quasi impossible. Avec une lettre de cadrage, c'est faisable, mais difficile néanmoins. Ça veut dire qu'il faut raboter des enseignements existants pour faire de la place, pour créer des enseignements dédiés nouveaux. Donc ça demande des efforts, beaucoup de concertation, beaucoup de temps. Beaucoup de travail de conviction aussi pour montrer que les enseignements nouveaux qu'on va créer vont contribuer à la formation scientifique des étudiants et qu'on ne va pas affaiblir leur formation scientifique. On va certes changer les fondamentaux, mais voilà, le but c'est quand même de former nos étudiants scientifiquement. Et voilà, ça c'est une difficulté, les maquettes. Deuxième difficulté, trouver du temps. Tout le monde dit que voilà, on court, on n'a pas le temps de créer ces nouveaux enseignements. C'est une question de priorité, en particulier de politique d'établissement, me semble-t-il. À Lyon, on a fait une expérience l'année dernière, c'était banaliser une journée pour l'évolution de la formation, donc pas d'enseignement cette journée-là, et faire en sorte que tous les collègues puissent travailler à l'évolution de la formation, se mettre dans le sujet. Cette année, on va essayer de garder le créneau jeudi 16h-18h pour des réunions, toutes sortes de réunions, des groupes de travail sur l'évolution de la formation. Il faut garder du temps, il faut prioriser du temps pour ce chantier-là. Peut-être la troisième difficulté, c'est que sur des sujets comme l'anthropocène, comme le vivant, comme les trajectoires possibles, souhaitables, c'est des sujets qui dépassent largement nos disciplines, et donc il faut prendre le temps de se former, il faut travailler d'une manière nouvelle, interdisciplinaire, transdisciplinaire, il faut accepter de s'aventurer un peu en dehors de son champ d'expertise, et ça demande du temps, un certain courage aussi pour sortir un peu des sentiers battus, mais c'est en même temps extrêmement stimulant intellectuellement et puis très attendu par nos étudiants. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ou Claude, est-ce que tu veux prendre la parole du coup pour répondre à une autre question qui concerne les groupes de travail? Je peux répondre vite fait sur les GT. L'idée de vous présenter le GT de maths, c'était justement de susciter des vocations pour en créer d'autres, parce qu'on pense avec le shift que c'est une vraie plus-value. Donc, si vous avez envie de créer des GT, aujourd'hui, je réponds clairement, il n'y en a pas d'autres à part maths. Mais si vous avez envie de créer en mécanique, en numérique, revenez vers moi et on vous mettra en contact avec des enseignants concernés dans notre INSA ou les référents pour que vous puissiez les créer et les mettre en place. Et à la limite, on vous accompagnera sur les premières séances si vous voulez pour les mettre en place. Pas de souci. On est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous accompagnera pour les mettre en place. Merci beaucoup, Claude. Donc, ça rejoint le point soulevé par Nicolas sur la question à la fois de la formation, mais ça peut aussi passer simplement par la co-construction et le partage de réflexion entre enseignants. Donc, c'est vraiment ça va dans ce sens-là. Et donc, si vous avez des idées, comme disait Claude, n'hésitez pas à contacter soit l'équipe projet, soit vos référents chacun dans votre établissement. Ou si jamais ils ne sont pas identifiés pour vous, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour qu'on puisse vous contacter Claude, pour qu'on puisse vous aiguiller vers la bonne personne dans votre établissement, bien sûr. On avait une autre question qui est intéressante et qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui, c'est la question de la recherche et du lien entre l'enseignement et la recherche, puisque finalement, on a beaucoup posé la question de l'enseignement. Les enseignants sont pour certains des enseignants-chercheurs, pour beaucoup des enseignants-chercheurs. Et donc, finalement, la question, c'est comment est-ce qu'il y a besoin d'initier un travail en parallèle sur les pratiques de recherche afin de faciliter et de mettre en cohérence à la fois le travail de transformation côté école, côté campus, côté recherche, côté enseignement. Et donc, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous l'avez fait? C'est une réflexion que vous menez aussi dans vos établissements respectifs.
Est-ce que parmi vous, peut-être Bertrand Raquet a envie aussi de prendre la parole et d'expliquer la démarche de l'établissement dans une dimension plus large Le lien avec la recherche, il est à la fois évident, mais en même temps, il faut le cultiver très régulièrement. Il y a une démarche qui est entreprise depuis quelque temps déjà au niveau du groupe INSA, c'est de rendre visibles nos actions de recherche en étant en capacité de cartographier finalement le potentiel scientifique de nos INSA, de le consolider à l'échelle du groupe et de faire en sorte de démontrer que nos actions de recherche, pour certaines, sont très fondamentales, d'autres sont en connexion directe avec les enjeux sociétaux et en particulier sur les enjeux climat-énergie. Donc, il y a ce travail-là de rendre visible finalement la recherche au sein de nos campus, hein, sachant aussi que c'est une recherche qui est très intégrée avec les partenaires du site, avec les organismes de recherche, avec le CNRS, avec l'INRAE et les établissements universitaires hein, en proximité de chacun de nos campus. Et puis après, je pense que chacun a aussi ses propres outils, hein, notamment au sein de son conseil scientifique, hein, dans son établissement, ou bien piloté par la direction de la recherche, de façon à avoir eh bien, une dynamique d'animation aussi de la recherche autour des enjeux sociétaux et en particulier donc, sur les enjeux climat-énergie. Je sais qu'il y a des établissements il y a des INSA qui ont un conseil scientifique avec la possibilité de financer des bourses de thèse environnées pour soutenir eh bien, des projets de recherche en lien avec la transition énergétique, avec la transition environnementale. Et ça, c'est des choses aussi qu'il faut toujours le travailler même si nous, ça nous paraît évident, il faut encore travailler le sujet pour le mettre en imprégnation directe avec la communauté étudiante, et cela dès le post-bac, dès la première année. Voilà, un tout petit commentaire sur l'aspect recherche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont envie d'en parler parmi les référents? Est-ce que c'est aussi des questions que vous vous êtes posées ou que vous avez été amené à aborder? Frédéric, si tu veux donner ton avis ou ta position à Lyon. Non, mais je ne vais peut-être pas forcément répéter ce qui vient d'être dit. Moi, je souscris sur le cas particulier de la recherche parce que je pense que c'est un sujet qui est effectivement extrêmement intéressant. On aborde des transformations, alors ce sont des termes qui ont été utilisés dans ce contexte-là, qui sont des transformations systémiques hein, de nos établissements autour de ces enjeux. Donc la recherche est évidemment embarquée. Je peux simplement témoigner qu'à Lyon, la recherche est organisée depuis quelques années en enjeux, elle est structurée en enjeux, et effectivement, des moyens sont spécifiquement dédiés au financement de projets de recherche qui adressent ces enjeux. Et donc ces enjeux recouvre évidemment, alors de façon déclinée, peut-être un peu plus sectorielle, autour de la santé, autour des transports, autour de l'énergie, autour du numérique, des enjeux qui sont évidemment traités dans le cadre de tout ce que l'on vient ici de voir. Moi, peut-être juste ce commentaire, parce que je trouve très intéressante la question sur les difficultés et les écueils. Parce que pour être couronnée de succès, notre démarche, qui a déjà beaucoup avancé, se doit d'être lucide. Et je trouve très intéressante aussi de relever quels sont finalement, alors je ne veux pas dire forcément les écueils, mais effectivement, les petits cailloux qu'on trouve sur le chemin ou ce que l'on doit réussir à résoudre ou à dépasser. Il y a des propositions extrêmement intéressantes qui ont pu être faites. Je vais en particulier citer le groupe de travail sur les mathématiques. Je la trouve personnellement particulièrement pertinente, cette proposition, puis la mise en place de ce groupe, parce que les mathématiques, alors vous disiez, suscitent des questions spécifiques. En tous les cas, les mathématiques occupent une place spécifique dans nos formations, et particulièrement dans les premières années de nos formations, et nécessitent sans doute une réflexion un peu différente, mutualisée, partagée, pour apporter des réponses qui me semblent être aujourd'hui effectivement d'autant plus intéressantes qu'elles émanent de spécialistes ayant travaillé ensemble sur ce sujet-là, qui n'a pas de réponse évidente et pour lesquels on n'a pas aujourd'hui forcément de modèle, y compris dans le monde, de contenu qui soit particulièrement novateur. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la discipline, mais on peut observer, il y avait aussi une question sur les exemples internationaux. On a à s'interroger sur ce qui se fait ailleurs dans le monde. Je pense que ça aussi, c'est une question extrêmement pertinente qui a été posée. En constatant aussi que
ces réponses, elles ne sont pas forcément aussi partagées qu'on le souhaiterait quand les sujets sont abordés dans le monde. Je pense que c'est peut-être quelque chose à quoi vous avez été confronté. Néanmoins, nous avons, au niveau des INSA, une exposition à l'international qui est considérable, des partenariats internationaux de tout premier rang. Alors, ICIU a été évoqué. Nous sommes aussi dans des réseaux que nous partageons. Et ces préoccupations-là, elles sont, alors c'est très clair pour ICIU, c'est clair pour d'autres réseaux, elles sont aussi au cœur des préoccupations partagées des établissements d'enseignement supérieur. Donc, on est à la fois probablement un peu en avance de phase, un peu trop en avance de phase parfois pour savoir ce qui s'est mis en marche ailleurs de façon un peu similaire. Mais pour des contenus spécifiques, on a probablement à aller regarder quelques actions qui ont été portées par certains de nos partenaires ou dans certaines grandes institutions internationales. Merci beaucoup. Effectivement, pour rebondir sur la partie internationale, parce qu'on a eu une question à ce sujet et c'est vrai que la question se pose aussi. Jusqu'à présent, en tout cas de ma perspective, quelqu'un qui suit un peu ces discussions-là depuis 2 ans, il n'y a pas énormément de choses qui se font au niveau international, par exemple en termes de partenariat entre plusieurs pays ou entre établissements de plusieurs pays. Pour l'instant, c'est une question qui s'est beaucoup posée au niveau national. Ce qui est peut-être un peu dommage d'ailleurs, parce qu'il y a sans doute effectivement des choses à partager. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui bougent dans les universités ou les établissements un peu anglo-saxons. Ils ont été peut-être un peu précurseurs par rapport à la France, notamment parce qu'ils ont une culture qui est un peu plus interdisciplinaire que la nôtre, d'un point de vue de l'enseignement supérieur. Enfin, vous aurez le droit de me corriger parce que vous en savez plus que moi, mais en tout cas, c'est plutôt les échos que j'ai eus. Et là, commencent à émerger des initiatives à dimension européenne, notamment portées par des consortiums européens, dans le cadre de programmes européens. Donc, on espère que ça va se développer encore. Il y a clairement des choses à faire, à la fois du point de vue de la recherche et de l'enseignement, et donc des deux. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore tant que ça le cas. Et après, dans la dimension école d'ingénieur, ce sera intéressant, puisque le modèle d'école d'ingénieur est quelque chose d'assez franco-français. Donc, en tout cas, c'est vrai que ce sera un truc à creuser. Donc, n'hésitez pas aussi à nous le faire remonter si vous avez connaissance d'initiatives intéressantes en la matière. Pour compléter, dans les messages, il y avait un message de Katia en disant ça serait bien qu'on travaille avec ICIU. Le groupe INSA appartient à un consortium d'universités européennes. Et c'est vrai que dans ICIU, il y a beaucoup de projets, etc., qui tournent autour de ces aspects-là. Donc, peut-être que, une fois qu'on aura mis ça en place côté groupe INSA, peut-être que ça vaut le coup de réfléchir avec nos partenaires d'ICIU pour aller plus loin sur ce côté européen. Je ne sais pas ce qu'en pense Bertrand, mais c'est une bonne idée à creuser. Oui, complètement. Alors, je pense qu'il y a des choses assez différentes parce qu'il y a le référentiel qui est vraiment la matrice essentielle sur laquelle toute la communauté travaille. Ensuite, vous l'avez bien identifié, je pense que les enjeux climat-énergie, c'est aussi une façon de faire levier sur le développement d'autres pratiques pédagogiques et notamment les enjeux de mise en contexte interdisciplinaire en termes de formation. Et là, notamment à travers ICIU, on a la possibilité de développer de nouvelles pratiques pédagogiques à travers les challenge-based learning. Et là, on est vraiment sur une démarche à la fois par projet qui doit apporter du concret et sur lequel, finalement, c'est une autre façon d'agréger les communautés de disciplines différentes, de les faire monter aux compétences autour d'une problématique, autour d'un défi, autour d'un challenge. Et ça, en plus de ça, il y a l'ambition de le construire à l'échelle européenne en mixant finalement des étudiants de différentes universités qui nous ressemblent, hein, c'est-à-dire qui sont plutôt jeunes, de taille petite ou moyenne, très ancrés dans leur territoire et avec cet esprit un petit peu d'être toujours dans une forme d'innovation, que ce soit dans la pratique pédagogique ou bien dans le transfert technologique. Donc, à travers ICIU et la mise en place de Challenge-Based Learning, il y a vraiment matière, je pense, à être dans une démarche par projet interdisciplinaire qui nous apportera beaucoup. Et puis, n'oublions pas que le chapeau global d'ICIU, c'est vraiment sur l'ODD numéro 11, sur les villes et les communautés durables. Donc, vraiment complètement d'actualité avec ce que nous portons collectivement au sein de ClimatSup. Merci beaucoup. Il y avait encore une autre question que je voulais vous poser et du coup qui s'adresse peut-être plutôt à Claude. Bon après, oui, il y avait déjà Patrick Mourine qui voulait s'exprimer sur aussi les difficultés qu'il avait pu rencontrer lui-même dans sa démarche pour compléter la première question que j'avais posée.
Oui, rapidement. Donc, ça rejoint ce qui a été dit, c'est que on retrouve souvent les collègues qui sont extrêmement sensibles et puis, je dirais, moteurs sur tous ces enjeux-là qui ont ça, je dirais, entre guillemets, dans les tripes. Mais bon, c'est toujours pareil. Et ce qui revient surtout quand on parle, nous, de référents DD, voilà, on va essayer de faire passer tous les étudiants sur l'approche couplée, fresque plus atelier d'automne. Bon, c'est à un certain moment que ça soit pris un peu en compte dans les services des enseignants. Et puis, voilà, c'est pareil, quand on parle de faire un petit peu de place, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, dans la maquette pour essayer de mettre du dédié, bon, c'est pas simple. Autre chose, on avait essayé, lorsqu'on avait fait avec les stagiaires quatrième année les diagnostics sur ceux qui se faisaient sur les établissements, on avait lancé un stage de recherche avec notre responsable de la recherche chez nous pour voir un petit peu comment s'organiser la recherche avec ces notions de développement durable. Donc, en fait, il y a là, c'est pareil, il y a plein d'idées de vouloir faire des projets je dirais, trans, pluridisciplinaires. Voilà, c'est encore pareil, je dirais, si ce n'est pas plus compliqué encore, puisque c'est souvent des questions de temps, de moyens, comment mutualiser les moyens. Si on part sur du transdisciplinaire, de l'interdisciplinaire, c'est pas simple. Là, on essaie de faire quelque chose en ce sens sur la qualité de l'air à l'INSA, juste avant de partir en vacances. Bon, ça s'est fait. Voilà, c'est des choses qu'on aimerait voilà, essayer de développer davantage. Merci. Merci beaucoup, Patrick. J'ai une toute petite dernière question, en fait, une précision à proposer à Claude, du coup, sur une question sur la manière dont le travail qu'on mène vis-à-vis de l'approche par compétences, dans quelle mesure est-ce que ça doit devenir la trame commune pour chaque spécialité? Voilà, je pense que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, donc Claude, je te laisse juste dire un mot de précision là-dessus, avant de passer la parole pour la conclusion. Le référentiel là, qui est en train d'être mis en place, la version B2, qui est pour moi pas loin de la définitive, c'est le référentiel commun que tout ingénieur INSA doit avoir, quelle que soit sa spécialité. Donc là, on est vraiment sur le tronc commun des compétences que doit avoir un ingénieur INSA dans le domaine climat-énergie. Ensuite, à partir du 28 octobre, parce que c'est la date de la première réunion autour du numérique, on va réunir les différentes spécialités, le numérique, génie civil, la bio, pour compléter ce tronc commun par des compétences spécifiques. Et là, effectivement, on peut se dire qu'un génie civil ou un bio ou un numérique, on n'a pas besoin des mêmes choses. Donc, il y a le tronc commun. Là, c'est la V2 qui est pratiquement finalisée. Et au-dessus, on va rajouter des compétences spécifiques par spécialité. Et là, c'est le travail qu'on démarre voilà, avant Toussaint, avec le numérique comme modèle d'étude. Merci beaucoup, Claude, pour la précision. Comme il est déjà 5h-5, je vais passer la parole. Donc, déjà, je vous remercie à tous pour tous vos témoignages et vos explications. J'espère que ça va inspirer beaucoup de monde parmi les participants à ce webinaire. Et puis, je vais passer la parole à Frédéric Fotiadou pour une conclusion à ce webinaire de point d'étape du projet ClimaSup INSA. Merci beaucoup. Alors, conclusion sur des choses qui ont déjà été formulées. Moi, je voudrais simplement revenir sur le fait, et Claude vient de le redire, que même si nous ne sommes pas tout à fait au bout de la démarche, le référentiel V2 est arrivé à un stade de maturité, de complétude qui, je crois, doit nous satisfaire, en particulier pour l'aspect tronc commun, en effet. Maintenant, il s'agit aussi, ça, je crois que ça a été très clairement dit, que dans le passage à la phase opérationnelle en visant la rentrée 2022, on arrive à embarquer l'ensemble des équipes, donc dégager du temps. Je crois que c'est un sujet qui a déjà été évoqué sur les difficultés en œuvre, en particulier dans l'année écoulée. Je crois qu'on ne peut pas non plus oublier les circonstances particulières dans lesquelles ce projet s'est déroulé cette dernière année. Donc, former les équipes pédagogiques, former les enseignants-chercheurs, les former probablement, les former dans le cadre aussi d'approches de formation croisée, d'autodidaxie collective probablement, finaliser les référentiels locaux ou le référentiel local dans chaque INSA qui va effectivement travailler sur l'approche des compétences à la fois par année et probablement par spécialité. Donc, cet état d'avancement, je crois qu'il est aujourd'hui perceptible, même si on a un rendez-vous pour le livrable V2 qui nous a été rappelé. On a aussi ce point d'attention à avoir collectivement au niveau du groupe sur le phasage entre nos rythmes d'avancement, entre établissements. Il est important, je crois, que tout le monde soit accroché
accroché à la démarche et que personne ne soit ni décroché ni perdu. Donc, c'est aussi important que tout le monde s'y attelle, que dans tous les établissements, ceux qui ont peut-être été plus en observation qu'en action aujourd'hui, tous se mobilisent pour arriver effectivement à identifier les référents. Je crois qu'on en a eu un en direct, on ne peut que s'en réjouir, pour pouvoir avancer. Un autre enjeu qui a été évoqué, c'est le fait d'élargir, et on le disait sur la formation, mais d'élargir en particulier au travers des groupes de travail à un public plus large par rapport au noyau initial, ce que vous aviez appelé récemment les convaincus dans votre dernière intervention, ou ceux qui sont le plus mobilisés. On doit élargir cette question de la percolation au sein des équipes pédagogiques et de l'imprégnation de nos établissements, donc de la mobilisation, me semble une question absolument importante. On a eu aussi cet exemple de la réflexion autour des mathématiques avec un groupe de travail dédié qui présente probablement un potentiel d'essaimage pour les autres disciplines, pour mettre en synergie au sein des différents établissements, des équipes, des spécialistes de la même discipline. Ça nous semble être quelque chose aussi qui est une voie pertinente pour avancer. Claude l'a dit de façon extrêmement claire, je ne vais pas paraphraser, mais le référentiel de compétences et de connaissances communes au groupe INSA est en train d'être finalisé. Il a vocation à être validé au sein des différentes écoles, des différents instituts, pour pouvoir constituer le socle sur lequel le travail va pouvoir se poursuivre. Et je crois que c'est cet aspect extrêmement enthousiasmant du travail qui a été entrepris, alors à la fois colossal, extrêmement profond, extrêmement mobilisateur, mais aussi extrêmement fructueux, qui, et vous l'avez dit, je vous en remercie, place aussi le groupe INSA dans un rôle, alors de pionnier, ce serait peut-être un peu exagéré, mais en tous les cas, de mobilisation extrêmement précoce et puis très vite opérationnelle pour pouvoir déjà essaimer dans l'ensemble des pratiques du groupe et puis faire école et inspirer d'autres établissements d'enseignement supérieur, en particulier pour les formations d'ingénieurs en France, mais on l'a vu, pas spécialement pas exclusivement en tout cas, pour les spécialités d'ingénieurs. Donc maintenant, le travail doit se poursuivre. Il va se poursuivre en particulier au niveau des spécialités, on l'a vu, donc mobiliser au sein des départements de spécialité dans l'ensemble de nos écoles. Voilà peut-être plus qu'un résumé, un peu les aperçus pour la suite. Moi, je souhaite insister aussi sur l'importance de ces webinaires que je trouve extrêmement fructueux, extrêmement utiles, parce que s'y expriment des questionnements qui sont tous légitimes, qui doivent tous être pris en compte, et en particulier cette épreuve de lucidité collective de notre avancée en fonction, j'allais dire, effectivement aussi des contraintes que nous rencontrons. On a vu que le projet a été dilaté dans le temps et ça n'est pas un problème, au contraire, je pense que c'est plutôt une garantie de succès, constitue aujourd'hui des temps indispensables. On a bien noté les rendez-vous les prochains, le 28 octobre et puis 10 mars pour la restitution, mais je crois qu'on aura d'autres rendez-vous en webinaire auxquels on s'efforcera d'être fidèles. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous. Merci à Claude, merci à Clémence, merci à Damien, à toutes celles et ceux qui ont animé tous les témoignages qui ont été apportés aussi pour animer ces échanges aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Fatiadou pour ce mot de la fin. Et donc au prochain webinaire qui sera l'occasion de vous raconter encore une fois l'avancement du projet. Merci à tous et bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup à tous. Au revoir.